Alors, dans le projet Terra, vous m'entendez? Oui, ça marche. OK, je j'entends rien. C'est pas très grave. On aime beaucoup la formule, dans ce projet Terrae, de manière générale, au sein d'une même soirée ou conférence, associer, le volet ça ne marche pas, hein? Ça va bien? Est-ce que tu l'as ramené? Non, il est sur, allô? Voilà. Alors, on aime beaucoup associer l'approche scientifique académique où il y a beaucoup de travail en parcelle expérimentale, parfois chez les agriculteurs, mais souvent avec aussi une grande recherche bibliographique et comme Séverin l'a présenté, et de méta-analyse pour comprendre de manière macro ce qui se passe, qui peut et valider les hypothèses, et faire venir ou faire parler en tout cas des agriculteurs qui au jour le jour le pratiquent, l'expérimentent, l'observent et adaptent les aménagements ou les pratiques en fonction de ce qu'ils observent directement. Et c'est pour ça qu'on a invité Monsieur Hubert Compère ici, qui nous vient de l'Aisne, en France. Pas très très loin, donc son système est assez similaire, son système de culture est assez similaire à ce qu'on peut trouver en Belgique. Il se présentera mieux que je pourrais le faire. Donc, bienvenue, merci beaucoup. Donc, il vous expliquera sa démarche, comment il en est arrivé à ne quasiment plus pulvériser d'insecticides sur son exploitation. Voilà, Hubert, à toi. Encore merci d'être venu. Merci, bonsoir à tous. Donc, c'est gentil de m'avoir invité pour échanger sur des sujets qui me sont chers. Donc, je suis agriculteur dans l'Aisne. J'ai deux phases dans ma... Ouais. Ouais, c'est bon. J'ai deux phases dans ma carrière d'agriculteur, à savoir une très conventionnelle jusqu'aux années 2000, où je labourais et j'intervenais avec des phytosanitaires au moment des avertissements, à savoir, on n'allait pas voir vraiment si c'était pertinent ou pas. À partir des années 2000, on a commencé à faire un peu des recherches pour alléger les charges phyto. Et puis après, j'ai voulu commencer à économiser un peu de temps de travail. Donc, progressivement, j'ai arrêté de labourer, je suis passé en non-labour. Donc, par contre, tout ce qui est arrivé après, je ne l'avais pas prévu au moment du changement de pratique de culture. Et à ces époques-là, on avait commencé quand même à travailler sur les, euh, en fait, sur les impacts des phytos et aussi la pertinence ou non d'intervenir avec un fongicide. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à travailler avec les instituts sur ce qu'on appelle les seuils de nuisibilité. Donc là, on a commencé à faire des impasses en fongicides et s'en permettre quelques-unes sur les insectes. C'était les premiers pas de ce qu'on peut dire une agriculture qui intègre un petit niveau de perte pour en fait garder, peut-être rentrer dans un cercle vertueux. Donc là, les premiers effets du non-labour, de toute façon, je vous le montre, hein, c'est en fait un champ qui est labouré, travaillé, énergique. Quand il y a un gros orage, on descend la terre. Donc, je sais que c'est un souci en ce moment. Sur ces champs-là, on a eu des orages récemment. On a exactement le même phénomène, à savoir de la terre qui descend. Alors, pour les auxiliaires, la terre qui descend, c'est une catastrophe. Il y a tout ce qui est à la surface du sol qui descend, qui est entraîné avec les coulées de boue. Donc, quand il y a eu un bon orage, vous regardez en bas, vous avez des mouettes et des corbeaux qui font un bon festin de carabes, de liules et tout ce qui est descendu. Par contre, quand on passe en non-labour et qu'on limite les phénomènes d'érosion, on garde tout ce qui est à la surface du sol. Jusqu'à 40 mm à l'heure, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est intéressant. Et nous, on l'a testé avec le test Berkham, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est une infiltration très rapide de l'eau, là où le sol n'est pas trop travaillé. La deuxième chose qui était importante de comprendre à ces époques-là, puisque c'est les effets non intentionnels des phytosanitaires. Donc ça, c'est des essais qu'on a fait avec une boîte phyto qui testait un insecticide qui était plutôt moins toxique que ce qui était utilisé en insecticide équivalent. Donc là, c'est sur colza. Donc le protocole, c'était de faire
une zone test sans insecticide, une zone test avec l'insecticide qui est préservé et une autre zone test avec ce qu'on appelle un chalumeau. Donc, c'est là où on peut commencer à regarder les effets non intentionnels, à savoir quand il y a un insecticide trop énergique, en fait, on perd une partie de l'entomofaune. Ça a été aussi, de toute façon, un apprentissage. Et à ces époques-là, en fait, j'avais déjà arrêté de traiter systématiquement les blés aux insecticides, parce que ça fait quand même 20 ans, je vous ai fait parler, mais ça fait 20 ans que je mets plus d'insecticides à épuisant sur blé. Parce qu'il y a une entomofaune. Alors, au début, on se contentait juste de regarder si on était au seuil ou pas pour intervenir, mettons un épi colonisé au mètre carré. Et quand on est assez méthodique, si on sait attendre dès qu'on voit les premiers épis colonisés et on regarde, bah, tiens, finalement, moi, ce que je fais, c'est je mets des petits repères, des bouts de laine, et je regarde comment évolue la colonie. Et bien souvent, au bout de 2-3 jours, on voit le travail des auxiliaires qui peuvent être très efficaces. Donc, moi, j'ai jamais perdu de rendement. Alors, je dis pas que c'est valable pour tout le monde, mais parce que en fait, on a quand même un bon cortège d'auxiliaires sur la plaine. Donc, réduction de travail du sol. Alors, bon, j'avais préparé sans penser qu'il fallait parler surtout d'auxiliaires, mais bon, ça reviendra. Donc, les vers de terre, pour moi, c'est un des acteurs principaux de la porosité du sol. À savoir s'il n'y a pas d'érosion, c'est aussi parce que quand vous avez 40 anéciques au mètre carré, ça fait 40 trous comme le petit doigt au mètre carré. Ça fait une bande de douche, hein. Ça veut dire que ça rentre. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a plus d'érosion en surface, on garde les auxiliaires. Et après, le bonus avec ces vers-là, c'est qu'ils rassemblent très vite les débris de culture pour les consommer. Donc, ça a plusieurs effets. C'est que déjà, ça pourrit pas avec des mauvaises moisissures, c'est digéré et c'est intégré dans le sol. Quand on dit intégration dans le sol, ça veut dire que les éléments nutritifs se libèrent plus vite. On montrerai après. Donc, les galeries de verre, c'est aussi ça. C'est les anéciques, c'est les verticaux et les endogés, c'est les horizontaux. Alors, les horizontaux, en fait, on les voit pas beaucoup, il faut bêcher pour les trouver. Et ils transforment le terrain en éponge. Là encore, pour l'érosion et le stockage de l'eau, c'est extrêmement positif. Et après, là, vous voyez ce qui arrive. Un ver de terre qui rencontre une larve de carabe, il se fait bouffer. Alors après, ça peut être aussi pour les taupins, pour toutes les phases souterraines des ravageurs. Après, bon, les larves de carabe, elles n'ont pas une liste d'insectes à protéger. Mais ça participe à la régulation naturelle. Moi, tant que j'étais en labour, j'avais quand même des problèmes sur betterave avec des blanules. C'était récurrent, du topin sur maïs. Au fil des années, j'ai plus de pics d'attaque comme avant. Je suppose que si on étudiait sérieusement le travail des carabes en souterrain, là, on aurait des réponses. Mais s'il n'y a pas de galerie de verre, ils ne peuvent pas être efficaces. Parce que elles vont pas faire des grands trous, hein, les larves. Il faut qu'elles circulent librement. Donc ça, c'est ce que je peux trouver sur. Alors vous mettez des pièges barbeurs. Alors moi, j'ai des grosses mains. J'enterre les cuvettes jaunes. Donc comme ça a deux effets. C'est que quand un insecte volant voit ça, il va se poser. Et puis après, tout ce qui est à la surface du sol, finalement, on les retrouve aussi. Donc selon les époques, on va voir tel ou tel insecte. Donc, par contre, il y a une constance en non-labour, c'est les colamboles. Les colamboles, c'est ce qui a le quasi le plus en constance du moment que le terrain est légèrement humide. C'est des super détritivores. Quand on sème un maïs en direct, en 2 mois de temps, toutes les pailles sont digérées. Alors, il y a colamboles et vers de terre. Et après, là, on voit un peu des larves du moment. Ça doit être des larves de, je sais pas, de carabe ou de staphylin, quoi.
Et on voit, quand on pose ces pièges-là avec des séquences assez rapprochées, il y a des émergences, elles sont très courtes. Et après, derrière, de toute façon, les larves deviennent adultes et puis se dispersent. Il y a beaucoup d'araignées aussi. Voilà. Alors ça, c'est l'insecte sur lequel j'ai travaillé le plus avec, on a échangé un peu sur R2D2, là, les groupes de Bourgogne. Donc, c'est les tersilochinés. Donc ça, là, ce que je peux dire, c'est sûr, c'est qu'en fait, ouais, c'est vraiment des micro-guêpes qui restent au champ. Donc, à savoir, elles émergent des blés de colza, quand on a semé un blé derrière un colza. Alors, évitez de labourer, parce que c'est quand même pas très gros. Si elles sont à 30 cm, elles ne sortent pas. Et en fait, là, la concentration que vous voyez, c'est un piège. Ce que je fais, c'est pas un piège, c'est que je fais un bouquet de colza, de fleurs de colza. Je mets ça dans le blé de colza et je sais quand ces micro-guêpes sortent. Dès qu'elles sortent, elles sont attirées par le colza. Donc, c'est leur premier boulot, c'est de trouver du colza. Et donc, à partir de ce moment-là, là, on peut rentrer dans une vraie vigilance au niveau des insecticides de colza, surtout sur les bordures. Parce que là, c'est les mâles. Et les mâles, ils vont toujours se concentrer à la périphérie des champs en attendant les femelles. C'est un comportement que beaucoup d'hyménoptères ont. En fait, on voit les mâles, ils attendent les femelles et après, ils vont rentrer dans le champ. Les femelles sont plus longues à venir parce que la formation du système de reproduction prend 8 jours de plus à peu près. Mais ça marche super bien. Et là, aujourd'hui, je vois de plus en plus par rapport à il y a 10 ou 15 ans, des agriculteurs qui font vraiment l'impasse sur les traitements méligètes, larves de méligètes, parce que de toute façon, ils n'atteignent pas les seuils. Donc là, on le voit, les boutons ne sont plus mangés. Et là, c'est marrant parce que cette année, là, ils m'appellent, ils disent, ah, j'ai vu ça, je dis, vas-y, on voit la photo. Et je dis, là, c'est bon, ça va arriver. Donc après, c'est quand même de l'investissement, ces micro-guide clubs, parce que c'est pour les générations futures. Donc, elles vont affaiblir les larves, mais l'effet, il est vraiment pour l'année d'après, quoi. Donc là, le cycle est exposé, hein, de toute façon. Alors, je suppose que pour beaucoup de micro-guêpes, c'est comme ça, sauf qu'on n'est pas rentré dans le détail de la connaissance. Donc, je ne peux pas l'affirmer. Mais c'est des cycles avec, à un moment, ils finissent leur vie au sol, où les pubs sont au sol, et après, c'est un cumul thermique. Tac, tac, tac. Et après, ils ressortent toujours à la bonne période. Ils sont programmés pour ça. Donc voilà, c'est à quoi peuvent ressembler les micro-guêpes, hein, on en a parlé ce matin. Il y en a pour toutes les espèces d'insectes. Donc les pléioptères, là, c'est les... après, ça, celle-là, c'est une qui était je crois, les pucerons des choux. Alors, des colza, les pucerons gris, là. En fait, cette année, il y avait très tôt des pucerons sur colza. On les voit à la hauteur des fleurs. Je dis, c'est la première fois que j'en vois autant. Et en fait, ils sont toujours restés stables. Par contre, quand on va voir de près, on voit que de toute façon, ils sont parasités par ces micro-guêpes-là. Alors là, pour les curieux, de toute façon, vous pouvez vous couper une lampe florale et puis vous mettez à émergence et vous allez voir la micro-guêpe qui sort. Alors après, pour aller chercher la reconnaissance, quand on va chercher l'insecte sur une émergence, on sait ce qu'il y a. Par contre, si on le capture à côté, là, il faut déterminer, là, c'est un métier. Donc, parce qu'il faut compter les petits tronçons sur les antennes, les formes sur les ailes. Et, donc, ça, c'est un vrai métier. Celle-là, elle est magnifique, la micro-guêpe, sauf qu'elle est pas sur un ravageur des cultures. Ça, je l'ai eu avec un piège à émergence. Et de toute façon, c'est les petits papillons. Il y a beaucoup de petits papillons de nuit, donc ils s'en nourrissent, quoi. Enfin, leur larve. Donc le colza, pour moi, ça reste quand même la source principale de nectar et de pollen, parce que c'est quand même des grosses surfaces. Il y en a qui disent 150 litres de nectar à l'hectare, beaucoup de pollen. Et en fait, quand on voit beaucoup d'abeilles sauvages, pas toutes, mais il y a quand même une bonne partie qui viennent se nourrir, ça lance bien la saison des coccinelles, parce qu'il y a à la fois du pollen et un peu de pucerons
pour prendre des forces, des protéines. Et après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par les oiseaux. Donc là, quand même, c'est super intéressant. Quand le colza est près d'une haie, on a quand même des beaux oiseaux. Là, c'est un hippolaïs. Alors, aussi, les oiseaux, donc ça, c'est une bergeronnette printanière. Beaucoup d'insectes qui se nourrissent. Donc, ils font le nid en bordure. Et puis après, s'ils ne sont pas bouffés par un arbre, chaque fois, les couvées sont réussies. Là, c'est pas une guêpe, c'est une nomada, c'est une abeille sauvage parasite des autres abeilles. Là aussi, la source nectar pollen, bah, c'est quand même essentiel pour les pollinisateurs. Donc ça, c'est un essai que j'avais fait il y a longtemps. Donc c'est un tableau comparatif avec du blé, donc au stade de lancement, épiaison, et en même temps filet fauchoir dans des févroles. C'est pour montrer la spécificité des micro-guêpes et enfin, des prédateurs par culture. C'est que en fait, chaque micro-guêpe a quand même est spécialisé. Il y en a quelques-unes qui sont mixtes, mais très peu finalement. Et donc, c'est là qu'on voit quand même que par culture, il y a des besoins spécifiques. Après, enfin, là, c'était en 2016. Donc, c'était à peine 3 minutes de capture. Donc, il y avait quand même pas mal d'insectes. Et finalement, bah, moi, ça m'a conforté dans le choix de ne pas faire d'insecticide. Parce que, bah, comme j'ai montré ce matin au filet fauchoir, on fait le ratio entre ravageurs et pucerons très vite. Et donc là, c'était quand même intéressant de suivre l'agriculteur qu'on a été voir ce matin, parce qu'il y avait quand même très peu de pucerons et une grosse proportion de micro-guêpes, quoi. Et c'est là qu'en fait, on peut se faire l'expérience. On va multiplier les observations 2, 3 fois par jour, et puis on va voir à peu près ce qu'est une pression forte de pucerons, une présence forte d'auxiliaires. C'est une appréciation qu'on n'est pas obligé de tout compter à chaque fois, quoi. On se fait l'œil, quoi. Donc là, par contre, l'abandon des insecticides systématiques au printemps, donc là, c'est vrai qu'on renforce l'entomofaune. Par contre, à l'automne, c'est pas le cas, quoi. Donc là, on a quand même des soucis avec l'abandon des nannies sur céréales. Donc, partiellement, on atténue avec sur orge. Maintenant, il y a quand même des orges qui résistent bien à la jaunisse. Là, c'est sur blé. Pourtant, j'ai dû me résoudre à faire un insecticide. J'ai horreur de ça, mais bon, j'ai dû le faire parce qu'il y avait vraiment beaucoup de pucerons à l'automne. Et là, c'est un voisin qui a dû couper son engrais vert qui fleurissait avec la réglementation sur les NNI, sur les successions culturelles. Il ne fallait pas de fleurs dans les engrais verts. Il a coupé à une période qui était un peu trop tôt. Et sous le vent, là, les pucerons sont déplacés. Donc, j'ai eu un deuxième voile de pucerons qui s'est installé, donc avec un peu de dégâts. Mais bon, ça n'a pas été. C'est juste une bande de 100 mètres. Donc, on voit quand même que dans le déplacement des insectes, le vent a une importance. Donc, bah, de toute façon, là, je répète un peu ce que. Non, j'ai pas. Et je les ai en film, mais bon, je ne suis pas passé un film sur mon ordinateur pour faire concurrence à chaque fois. Mais donc là, les cirques, c'est super important. Donc, dans les blés, après, elle progresse quand même vers le milieu du champ, parce qu'en fait, en général, elle commence sur le bord, et puis après, elle détecte très bien là où ça a été pondu, donc elles avancent tout le temps. Et après, le vent peut avoir une incidence, mais ça, c'est des captures du milieu du champ. Et après, les momies, bon, ben, là, c'est ce que j'ai dit ce matin, il faut repérer les momies. Parce que en fait, si les hyménoptères sont actifs, on sait que la régulation, elle va arriver. Voilà, alors bon, ça c'est un peu ce qu'on a trouvé l'an dernier, c'est les hyper euh, parasites. Donc,
En fait, il y a des micro-parasites qui viennent parasiter ceux qui ont déjà fait le premier boulot. Alors après, ça, je n'avais pas vu encore, c'est sur une pub de Cirf à Émergence. Ben, en fait, elle s'est fait bouffer par une niche de mont, là. Bon, après, là, aujourd'hui, on a quand même réduit fortement la pression puceron. En ce moment, c'est plus trop un problème pour moi, le puceron. C'est à l'automne, le souci. C'est qu'à l'automne, on a quand même des vols de pucerons qui arrivent vite. Ils sont vecteurs de la jaunisse, là, on doit intervenir. C'est pas très bon pour les araignées ou des choses comme ça. Donc là, c'est le schéma pour les hyperparasites. C'est un travail qui est fait par le CNRS, Madame Joanne Van Baren, je ne sais pas si vous la connaissez. Et donc, il y a des stagiaires qui passent, bon, ils travaillent sur à peu près le même projet que vous, parce qu'en fait, il y a la Bretagne, il y a Charleroi, il y a le sud d'Amiens, donc c'est moi. Et puis après, il y a Wolfsburg, je crois, et puis une ville en Tchécoslovaquie. En Tchécoslovaquie, ils ont 100% d'hyperparasitoïdes. Donc après, alors ça, c'est intéressant parce que ça aboutit à des publications. Donc nous, ça nous donne des pistes. Maintenant, pour nous agriculteurs, l'échelon qui manque un peu, c'est la transmission de connaissances. Et surtout, on a besoin de réactivité. Ça veut dire que si à un moment, on est sur des pucerons vecteurs de la jaunisse, il ne faut pas nous répondre dans 15 jours, hein, parce que là, c'est pas possible. Les vecteurs de la jaunisse, de toute façon, il faut réagir vite. Après, ça, j'expliquerai après. Donc là, à l'automne, on ne sait pas bien comment ça peut tourner, parce que les gens du sud de la France, alors quand on parle de changement climatique, ils sont embêtés de plus en plus haut avec des cicadelles. Ils sont aussi vectrices de virus. Donc voilà, alors après, moi, dans ma démarche pour réduire les phytos, bah, il y a forcément le choix des variétés, hein. Le choix des variétés, c'est que moi, ce que j'ai connu comme blé performant il y a 30 ou 40 ans, il chopait la mort tous les 5 minutes, hein. Donc là, aujourd'hui, on a les bonnes variétés qui résistent. Et, et heureusement qu'on a ça, parce qu'au fil des années, il y a eu des résistances de plus en plus importantes dans les maladies, hein. Les fongicides devenaient de moins en moins efficaces. Et en fait, on a vu les blés très performants traités deux fois de plus qu'un blé moyen, avoir moins de résultats parce qu'en fait, les fongicides n'étaient plus efficaces. Et les variétés résistantes, bah, finalement, elles n'avaient pas besoin d'autant de fongicides, mais elles gardaient leur potentiel. Donc, ça, c'est une tendance générale. Nos instituts nationaux, ils les ont bien intégrés, quoi. Donc, il y a aussi pour le colza, hein, je ne sais pas si vous avez suivi, hein, enfin, récupérer ce que fait R2D2. Donc, il y a quand même un gros travail sur les variétés, celles qui résistent le mieux aux aléas. Donc, maladie, on commence à regarder un peu altise, bah, tout ce qui est grenaison. Et aujourd'hui, on est à peu près sûr que plutôt des colzas costauds avant l'hiver pour passer les aléas, même l'automne. Donc là, la survégétation, c'est presque plus un problème par rapport à avant, l'élongation des tiges, parce que les variétés se sont améliorées. Donc là, je vous avais mis aussi petite curiosité, parce que je suis toujours curieux. Donc, j'avais analysé les turucules de verre, hein, ceux qui avaient consommé le fumier, pour voir comment, ben, en fait, ils avaient enrichi le sol. Et après, je pense aussi que les vers, ils ont, sur les débris végétaux qui sont chargés en maladie, ils ont un rôle d'accélérer, de digérer un peu les spores. Maintenant, c'est pas prouvé, mais n'empêche qu'aujourd'hui, dans mon système, j'ai plus de soucis pour faire l'impasse sur le premier fongicide. En blé, en gros, c'était 3. Le premier, ça fait déjà au moins 15 ans que je ne le fais plus. Le deuxième, c'est le plus important, c'est ce que je disais monsieur ce matin, c'est quand même la protection de la feuille. Euh, donc ça, faut pas, enfin pour moi, pour l'instant, il faut pas faire l'impasse, quoi. Après, si à épiaison, pour la fusariose, là, c'est un peu le temps qui fera, quoi.
Mais aujourd'hui, on peut dire que par rapport à mon début de carrière, en fongicide, de toute façon, je suis à moitié de ce que je mettais. Les raccourcisseurs, on a presque, sauf sur orge, parce que c'est plus sensible à l'averse, on n'en met plus. Les dosages d'azote, en fait, avant, on mettait des grosses doses au départ. Maintenant, on étale 3 ou 4 fois. Et finalement, pour l'averse, c'est bon. Pour les maladies, c'est bon. Puis peut-être aussi pour les pucerons. Donc là, je parle un peu des poids. En fait, les poids, ça, quand j'ai photographié tout ça, je suis arrivé dans un champ de poids un vendredi soir pour voir. Bon, alors là, il y avait des pucerons partout. Là, je dis, c'est la cata, il va falloir traiter. Donc, mais vraiment partout. Et puis après, j'ai commencé à voir un peu les premières momies. J'ai vu des cirques et puis des coccinelles. Donc ça, c'était le vendredi, samedi, dimanche, lundi, parce que je tweetais pas mal. Je veux prendre des photos de pucerons, il n'y en avait plus. Ils avaient été bouffés en 4 jours, hein. Il n'y avait plus de pucerons. Donc, et par contre, les 3 espèces, elles étaient tirées à la bourre. Je pense que les coccinelles sont arrivées en dernier, elles n'avaient plus grand-chose. Parce que les cirques, quand elles s'y mettent, ça tape. Alors, ces cirques-là, je pense qu'elles venaient d'une bande fleurie le long d'un champ de betteraves, parce que c'était la première année que je faisais une bande fleurie. Alors, cette bande fleurie-là, alors je suis partagé sur les bandes fleuries, mais celle-là, elle avait pris le gel, je l'avais semé à l'automne, elle avait gelé. Tout ce qu'on avait semé, c'est gelé. Par contre, je dis de toute façon, la zone, elle est marquée sur mon dossier PAC, je vais le laisser. Et là, j'ai eu des fleurs naturelles qui sont installées. Et donc, ça, il y avait beaucoup de matricaires et il y avait matricaires, il y avait encore un peu de cendre, il y a des pissenlits, tout ça. Alors là, ça a donné vraiment de l'apport, hein, pour les cirques. Et je pense qu'elles sont passées sur les pois. Et puis après, il y avait un maïs à côté avec pas mal de buissons. Elles sont repassées elles sont repassées sur un champ de betterave et après elles sont revenues au maïs. Donc les cirques, quand même, c'est top efficace. Après, on n'est jamais sûr d'en avoir toujours. Si on observe les insectes, ça fluctue tout le temps, en fait, les populations. On dit, tiens, ça va être les cirques cette année. Et il n'y en a pas, on ne sait pas pourquoi. Après, cette année, il y a pas mal de coccinelles. Après, là, en ce moment, on est sur les blés, vraiment, on a du mal à trouver des buissons, même des momies, tellement ils se font ramasser chaque fois, quoi. Et il n'y a pas tant de cirques. Donc, c'est toujours un peu la surprise, hein. Alors, après, bon, là, pour les bruches, quand j'ai commencé ma carrière, les bruches et les tordeuses, on faisait des contrats de semences en poids. On était obligé de faire 2 tours ou un tour de moissonneuse parce que le bord des champs, les pois, c'était de la dentelle, hein. Parce qu'en fait, beaucoup d'insectes, y compris les ravageurs, arrivent toujours par le bord. Les pucerons, les années où on a vraiment du dégât sur betterave, l'année qui a été référence pour ça, en fait, c'est toujours les bords, les bords, les bords. Alors, forcément, qu'à un moment, ils doivent se poser. J'ai regardé votre expérimentation entre le verre et puis il y a quelque chose, là. Mais donc, moi, les gens, ils me disent, pourquoi il n'y a plus de. Tu traites pas? Je dis non. Et en fait, je suppose que les bruches et puis les tordeuses, elles se font déglinguer par des auxiliaires. Alors, ça peut être cette mouche-là, enfin, un type comme ça, où on n'y prête pas garde, on ne la connaît pas, et puis finalement, elle fait le boulot sans rien dire. Alors, ce qui est caractéristique sur tous les hyménoptères, c'est très court. Donc, si on loupe 3 jours, si c'est pendant ce moment-là qu'ils font leur boulot, on ne le voit pas. C'est pareil pour les abeilles sauvages. C'est des émergences très courtes, quoi. Après, il faut les techniques de capture aussi, hein. Les jeunes, ils ont encore du travail. Donc là, après, on m'a demandé, enfin, il m'a demandé un peu pour les productions de pommes de terre. Bon, j'ai pas de pommes de terre chez moi, mais ce que je vois, c'est quand même les pommes de terre, on affine fort la terre. Et là, je pense que
les auxiliaires qui sont dans le champ, hein, ils prennent cher hein, quand même. Donc après, ceux qui restent, c'est quand même les costauds. Hein. Donc c'est le Mélanarius, parce que ça doit résister à tout, c'est un char d'assaut. Après, un peu les larves taupins, fil de fer, c'est dur aussi. Mais après, je pense que quand on a vraiment travaillé fin la terre et profond, là, on a fait de la casse. Après, peut-être que pour les pommes de terre, c'est quand même le tour du champ qui va permettre de réinvestir en auxiliaire sur la parcelle. Mais en général, les patatiers, ils n'aiment pas trop risquer sur une culture. Donc après, eux, ils ont quand même commencé à travailler sur des variétés résistantes au mildiou. Euh, mais les insectes, ils ont du mal à maîtriser. Hein. Surtout quand il y a du plant, de toute façon, ils veulent surtout pas de virus. Voilà, alors ça, c'est une des expériences en bande d'herbe, hein, eux en bande fleurie. Celle-là, j'avais choisi, j'en avais deux dans ce champ-là. Alors, j'avais fait comme tu voulais faire, et c'est à distance, mais bon, parce que lui, il voulait faire des bandes de fleuries sur les rouages. Et le problème, c'est qu'il faut calculer tes écartements pour tomber juste dans les semis de betterave. C'est un métier. Hein. Mais tu peux être meilleur. Donc, je l'ai fait. Bon, j'ai mordi un peu dans les betteraves. Alors, ce qu'on est sûr, c'est que tout ce qui est fleurie jaune, ça attire énormément. Ça a plutôt servi les pollinisateurs naturels, c'est une cinéraria. Il faut savoir que les abeilles-là, il y en a je ne sais pas combien. Donc, celles qu'on voit, là, c'était plutôt juin, juillet, ou juillet, elles ressemblent à celles qu'on voit en début de campagne, mais ce pas les mêmes. Donc, il y a quand même un beau cortège d'abeilles sauvages. Alors, moi, ça n'a pas forcément d'utilité cruciale, même si ça pollinise dans les colzas. Mais après, c'est quand même des beaux insectes. Moi, je classe ça dans les insectes patrimoniaux. Quoi. Donc, il faut faire en sorte de pouvoir les garder, même s'ils n'ont pas un rôle crucial dans l'agriculture. Et après, sur la bande, ce que je peux voir, c'est qu'il y a quand même pas mal de cirques qui viennent. Et là, les cirques, elles sont quand même d'utilité. D'avoir un bon stock de cirques, ça permet quand même de réguler les pucerons. Voilà, alors après, donc sur le système non-labour, de toute façon, là, on va voir des cantharides, mais c'est pareil, des cantharides, il y a des années, il y en a beaucoup, puis d'autres moins. Alors, ça, c'est des photos de cette année. Donc, on a dû traiter parce qu'à un moment, il y avait des pucerons un peu partout. Donc, on a vraiment surveillé beaucoup. Alors, mon gamin, il surveille d'un côté, moi, je surveille de l'autre. Comme ça, il n'y a pas d'influence. Et on se consulte après. On a dit, ça vaut le coup d'attendre, tout ça. Après, on regarde la météo. Parce que là, en ce moment, c'est vraiment le problème de la météo pour sortir un pulvé. Et là, on a dû quand même traiter parce qu'à un moment, si on peut, on a 3, 4, 5 champs de betteraves, pas très grands. En fait, on trouve sur 2 champs, on en trouve pas. Et les autres, on en trouve. Puis après, on va à l'autre bout du champ, ils sont quand même installés, les buissons. Donc, à un moment, là, pour le coup, l'efficacité des auxiliaires, elle n'est pas assez pertinente. Donc, on a traité. Et là, je pense que demain, j'irai revoir si on a quand même conservé des auxiliaires et voir l'impact du traitement. Mais normalement, on ne traite qu'une fois. Hein. Moi, je n'aime pas traiter aux insecticides. Alors après, voilà, ça c'est le souci, c'est qu'une microguêpe, elle a fait un. Les pucerons noirs, c'est pas trop un problème, mais c'est quand même les vers. Il y en a un qui a été oublié. Donc, et ils sont compliqués à trouver quand même, ceux-là. Hein. Alors après, ça se déplace très bien, les pucerons. Hein, parce que moi, alors là, il y avait un autre cultivateur qui me disait aussi, j'ai l'impression qu'il y en a dans la terre. Et je lui dis, j'avais observé sur une mauvaise période, il s'était mis à pleuvoir, tout ça. En fait, ils descendent bien dans le pied de la betterave et ils se cachent dans les mottes. Donc après, ils ressortent pour, dès que le soleil remonte. Et l'équipe à Johanna, là, du CNRS, cet automne, ils en ont trouvé dans les pieds de blé. Donc là, certainement que cet automne, on va essayer de voir là où il y a des pucerons dans les céréales, comment ils se comportent à l'automne. Je ne pense pas qu'ils se renvolent, ils doivent se cacher dans le sol. Donc ça, c'est des choses à vérifier puis à contrôler.
Alors après, là, protection des fourmis, bah oui, parce que les fourmis, une fois qu'elles ont une petite trésor de guerre comme ça, faut pas s'en approcher, hein. Parce que là, de toute façon, là, on voit un cantaride, là, je l'ai vu, il s'est posé sur un chardon avec des pucerons. Ah, les fourmis, elles lui sont tombées dessus, il s'est fait découper en 2 minutes, et il n'a pas compris, quoi. Après, quand je dis les pucerons noirs, c'est intéressant, bah, comme les cierpes, elles vont pondre là où il y a des pucerons, en quantité, comme les chrysopes, comme les coccinelles. Mais après, sur la dissémination sur le champ de betterave, à mon labour, on a tout de suite des fourmis partout dans le champ. Et elles protègent. Donc après, si j'ai le temps, là, un jour, je regarderai un peu, je fais des jeux cruels, quoi. On en prend un, puis on le met sur les fourmis pour voir ce qui se passe, mais en général, c'est toujours pareil, hein. Donc, se défendre, quoi. Donc là, après, cette année, on a encore le puceron là-bas, je pense qu'il a été parasité. Puis j'ai pas eu le bon réflexe, j'avais pas de boîte, j'aurais dû le ramener à la maison pour voir. Ça veut dire que là, le Graal pour cette année, c'est quand même de trouver quel est le micro-guêpe qui parasite les pucerons verts. J'ai failli en avoir une, mais il y avait trop de vent, je n'avais pas réussi à l'attraper. Là, c'est pas un carabe, c'est autre chose. Mais après, quand on observe un insecte, on voit s'il chasse ou pas, quoi. Quand il commence à faire toutes les feuilles comme ça, une par une, alors il chasse. Après, ça va pas très vite, mais quand il n'y a pas trop de pucerons, c'est efficace, quoi. Voilà. Alors après, j'ai les cultures intermédiaires. Là, on les étudie pas bien. Et pourtant, pour moi, c'est une source de fixation d'auxiliaires. Quand on parle de bande, là, quand on a 6, 7, 8 espèces, non codes qui fleurissent dans une culture intermédiaire, sur une ferme comme moi, je vais avoir 40 hectares de bandes fleuries, quoi. Donc là, je vais fixer en système non labour. De toute façon, je ne vais pas y toucher et travailler la terre avant février. On a une super fixation. On a aussi, dès qu'il fait bon, des micro-guêpes qui travaillent. Donc, ça veut dire que ça aussi, c'est une évolution. C'est que quand on broie les engrais verts, souvent, le tablier du broyeur, il fouette la végétation et on voit ce qu'il y a, quoi, en fait. Et progressivement, quand on broie tard, il n'y a plus de pucerons. Ils se sont fait bouffer. De toute façon, les pucerons, c'est les gnous de la jungle. De toute façon, ils sont bouffés par tout le monde. Donc, il y a des punaises, il y a tout ça. Et en fait, ils sont très vite. Là, les mouches scatophages, elles sont carnivores aussi. Alors, pourquoi j'ai des mouches comme ça? C'est qu'en fait, depuis 4 ans, je fais passer un berger avec ses moutons. Donc, toutes les cultures cipans sont consommées par des moutons. Alors, des fois, il y en a un peu trop. Donc, là, je passe un broyeur. Parce que pour moi, la priorité, c'est que au mois de décembre, ce soit bien broyé, bien ras pour que les souris. Alors, s'il y a des moutons, les souris, de toute façon, il n'y en a plus parce que les galeries sont piétinées. Par contre, s'il faut broyer, on va broyer pour que les rapaces puissent accéder au trou de rongeur. Parce que s'il y a une trop grosse végétation, ils n'y arrivent pas. Donc, et c'est pour ça que comme il y a des animaux, de toute façon, il y a des mouches à merde, quoi. Et elles sont carnivores. Et ce que je te disais, c'est que je t'enverrai les profils azotés. Le fait de mettre des moutons, j'ai l'impression quand même qu'on remonte l'azote. Et après, une fois que la culture intermédiaire est rasée, bon, les moutons vont partir peut-être pour début janvier. S'il fait encore doux, ça repompe. Et donc, on a vraiment des profils azotés intéressants. Mais après, enfin, moi, c'est année par année, hein. J'ai 2 champs ou un champ que je peux tester comme ça. Mais à chaque fois, c'est à peu près ça. Donc après, de toute façon, là encore, dans les connaissances à acquérir, il y a des cirques. Alors les cirques qu'on voit là, là c'est à l'automne, c'est pas les mêmes en début de cycle, mais elles sont toujours présentes dès qu'il y a des fleurs. Donc moi j'étais assez en colère quand même quand ils nous ont interdit d'avoir des fleurs dans les cultures intermédiaires.
pour des raisons supposées d'arrière effets de NNI sur betteraves, parce que c'est là où on fixait le plus d'auxiliaires de façon tardive. Ici, là, de toute façon, il y a quelqu'un qui a parlé des araignées qui étaient mal connues. Là, je peux vous dire que j'étais super d'accord avec lui parce que des araignées, il y en a partout et de tout type. Et elles font un boulot assez fantastique. Je suppose qu'à l'automne, elles ont quand même la capacité de réduire les premières poses de pucerons. Voilà. Alors après, deux dernières photos pour les annexes que sont les bordures non cultivées. Alors moi, j'aime bien j'aime bien les fleurs dans les champs parce que de toute façon, c'est là où je vais aller chercher les abeilles sauvages. Il y a beaucoup d'oiseaux. Donc ça, c'est des buissons qui ont une quinzaine d'années. Il faut savoir que quand je les ai plantés il y a 15 ans, il y avait rien, quoi. Et en ayant mis ça, on a remis les hippolaïs, les trois fauvettes. Si demain vous voulez remettre des traquets, c'est possible avec des buissons. On a peut-être à un autre endroit de la pie-grièche, on a des coucous. Donc, pour les oiseaux, c'est le top. Après, pour les auxiliaires, là, j'aimerais bien quand même regarder de plus près ce qui se passe en dessous l'hiver, quoi, parce que c'est là où qu'est-ce qui se passe en dessous. C'est quand même un milieu garni en araignées. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'insectes qui survivent à la fin de l'hiver, parce que les araignées, ça bouffe tous les jours. Euh, Après, de toute façon, quand j'ai une bande de carottes sauvages, je les laisse parce que ça fixe les auxiliaires, surtout à une période où il y a moins de fleurs. Après, il y a le prunelier, alors des fois ça gèle. Après, il y a un cortège de rosiers sauvages, il y a de l'aubépine, euh, il y a du cornouiller, là, comme là, il y a là, et puis du sureau. Donc, et puis aussi, une espèce qui est pas endémique, c'est le troène. Mais le troène, quand ça fleurit, je vous garantis, si vous voulez voir des papillons, vous allez voir sur un troène en fleurs, vous allez voir. Là, tous les papillons, c'est un aimant à papillon. Voilà, je vous remercie. Là, c'est une abeille sauvage, et puis face à face sur une forme avec une microguêpe. Bon, après, c'est le sujet des microguêpes, c'est que peut-être elles ne sont pas d'intérêt agricole, mais bon, on a trouvé un papillon parasité, donc elle est là. Voilà. Ouais. En fait, pour être sûr du moment de l'émergence des microguêpes, je prends un petit contenant, je prends un bidon de 10 litres, et je mets 5-6 fleurs de colza, et je vais le mettre dans le champ de blé de colza. Et en fait, après, vous visitez, il ne faut pas le mettre trop loin du chemin, et vous allez voir, quand elles vont sortir du sol, elles vont se poser immédiatement sur les fleurs. Et là, j'avais un groupe justement du centre, là, quand ça commençait à émerger. J'avais fait la manœuvre et puis je dis, oh, il fait peut-être en froid, on n'en aura pas. Donc, c'était le vendredi, on n'en a trouvé qu'une. Le lundi, je reviens, c'en était noir, quoi. Quand je dis les émergences, c'est très court. Et c'est pour ça qu'à un moment, il faut intensifier les visites. Et ça, je m'en suis rendu compte l'an dernier. J'ai fait travailler une stagiaire. Alors, elle était passionnée et elle a fait beaucoup de photos avec un appareil qu'elle maîtrisait bien, un portable. Et en fait, 3 fois par jour, je lui faisais faire un parcours toujours le même pour qu'elle ait ses repères. Et en fait, elle a vu un tas d'espèces qu'on n'aurait pas vu si on avait espacé les tours de cheveux. Vous conseillez d'attendre après l'émergence pour traiter.
Après, il faut vraiment aller au seuil. Alors, là, c'est des tersilochinies, elles sont spécialisées sur les larves de méligètes. Donc, les méligètes, on va voir si les adultes, quand elles commencent à arriver, si elles font du dégât en général significatif, le colza va avoir du mal à fleurir, quoi. Alors, une des méthodes, quand même, là aujourd'hui, on s'est tourné sur ça avec mon fils, on fait des mélanges de colza. On échelonne la floraison. Ce qui fait que on a 5 variétés. Si à un moment, il y a un pic d'émergence de méligètes, euh, elles vont se mettre sur une variété, mais après l'autre, elle sera tranquille. Et ça donnera un peu de temps aux auxiliaires d'arriver. Et après, il y avait aussi depuis quelques années des sentiments d'avoir des fleurs qui gèlent. Donc en échelonnant la floraison, on a quand même moins de chances d'avoir 100% de gelée. Alors ça, c'est possible aujourd'hui parce que les variétés, elles ont augmenté en résistance à la grenaison. Avant, il y avait des colzas, on soufflait dessus, c'est grené. Là, maintenant, on les bat en dernier parce que tellement ça tient. Là encore, en fongicide sur colza, je fais qu'un fongicide. Je suis vraiment sur des schémas minimum. Et on perd, enfin, aujourd'hui, on perd pas, de toute façon. Parce que aussi, on a les variétés qui vont avec. Après, on va pas faire le record mais c'est plutôt bien. Question. Vous isolé de parcelles à peu près quelle taille et quelle densité finalement d'aménagement? Est-ce que en souche, hein, vous avez ça dans vos parcelles? Des résultats? Alors, en fait, les champs, c'est de 4 à 14 hectares. Alors, moi, je suis hyper stable par rapport à mes parents. J'ai jamais fichu un talus par terre, parce qu'on a quand même des sacrés talus chez nous. Plutôt densifié en arbres et puis en buissons. Après, j'ai arrêté parce qu'il y avait quand même pas mal de contraintes réglementaires qui nous ont freiné un peu dans notre élan. Le ratio que j'ai, pour un hectare, j'ai 130 mètres de zone non cultivée. À savoir, ça peut être une bordure d'herbe, une bordure de bois ou autre chose. Une bande d'herbe. Quand j'ai une bande intercalaire de 500 mètres, ça me fait 1 kilomètre parce que les deux côtés, pour les limaces, donc j'ai pas de problème de limaces. Alors que quand j'ai changé de système, moi je l'ai dit l'autre jour, ça, c'est en fait, j'ai voulu semer une avoine en engrais vert. Je sème 100% de ce que j'ai semé bouffé par les limaces. 100%. Ça veut dire qu'il ne reste rien. Moi, je dis ça commence bien. Donc, je recommence. C'était repareil. Moi, je dis là, ça va mal. Donc, après, j'ai sorti la herse, tout ce qu'il y a de plus simple. Et là, j'ai hercé le champ tôt le matin. Au moment où les limaces, elles sont encore à la fraîche, elles vont se déplacer parce que l'air est humide. Et après, il y a un petit pic quand ça bascule dans le sec. C'est là qu'il faut leur mettre la misère. Là, il faut les mettre au soleil. Elles ne survivent pas. Et après, j'ai ressemé. Et là, ça marche. Et de 100% de dégâts 2 fois sur une culture intermédiaire, je suis passé à plus rien du tout. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas mis de granulés, j'ai rien mis. Par contre, là, on a quand même des grosses densités de carabes. Peut-être ils sont mis sur les œufs, peut-être. Et on n'a pas, là, quand on teste quelque chose comme ça, on n'a pas le réflexe déjà d'aller voir, parce que faut se basculer 15 ans avant, ces domaines-là, c'est quand même des domaines qui étaient limite utopiques, quoi, où il y avait, on ne connaissait pas des personnes pour dire et expliquer les choses. Donc on se fait de toute façon au fil des expériences, quoi. Là maintenant, il n'y a plus de problème. J'ai appris à me servir d'un ordinateur, je vais sur Google, je trouve tout ce que je veux comme explication. Mais à l'époque, il n'y avait rien du tout, hein. J'avais le vieux Larousse agricole,
de 1920. Alors, c'est des vrais livres, mais il n'y a pas tout, hein, parce que ils n'avaient pas les optiques, ils n'avaient pas tout ça, quoi, hein, sauf peut-être des super conservateurs dans les musées. Mais les gens du musée ne parlaient pas avec les agriculteurs, donc il y avait très peu de connaissances qui étaient échangées. Merci, hein, je pense qu'on va conclure. Oui, avec. Entre le dernier détail, hein. Et encore pour revenir sur le programme, avec les militaires, vous nous avez dit qu'on va peut-être essayer de faire un geste sur les pays. Vous devez constater que lorsqu'on supervise, ça fleurit. Donc, si on avait des bornes comme ça, il y a une solution pour accéder aux militaires. Ouais, mais les ménigettes, on en a, enfin, je sais pas si vous en Belgique, vous en avez tous les ans, on n'en a pas tous les ans. Et en fait, bah là, bah, quand le journaliste est venu là pour faire le reportage, il y avait quelques fleurs qui fleurissaient, mais là, je voyais que c'était pas l'année à méligette quand même au début. Et elles sont jamais montées en population. Alors, pour revenir au colza, vous faites bien d'en parler, c'est que là, dans le groupe R2D2, ils commencent à réfléchir pour les altises. À savoir que les altises, c'est un vrai souci à l'automne et puis l'hiver. Donc, ouais, j'ai pas eu le temps de les appeler, mais ils ont envie de tester de semer les engrais verts type des mélanges, mais avec du radis, par exemple, pour attirer les méligettes sur les engrais verts, plutôt que d'avoir tout sur le colza. Et après, il y a une chose qui est à peu près sûre aussi, c'est de ne pas broyer les repousses de colza quand il y a un colza qui vient de sortir à côté, hein. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand on broie un colza, les hirondelles et puis les sansonnets, ils les chopent au vol, hein, Et après, par contre, ouais, elles prennent de la hauteur et puis on les retrouve dans les champs de colza à 2-3 feuilles, là, c'est le carnage, quoi. Et après, ça, c'est un peu des réflexes, Pierre. Et c'est sur les colza, je te laisserai le piège, de toute façon, je le laisserai. Moi, j'ai un piège à émergence que j'ai bricolé, où là, en fait, sur les repousses, on voit un peu comment ça circule, comment ça ressort. Les repousses, il y a pas mal de choses, hein. Peut-être nous, aujourd'hui, on essaie de broyer les repousses ras, parce qu'il y a quand même pas mal de larves dans les tiges. Et après, ben, on a nos 3 semaines réglementaires à attendre pour les nitrates. Mais de broyer ras, ça quand même, ça met à l'air pas mal de larves. C'est pareil pour les maïs, en non-labour. Euh, on essaie, si c'est pas trop humide, de broyer ras les tiges, parce qu'il y a quand même beaucoup de larves de pyrale. Et une fois qu'elles sont à l'air, quand même, elles passent un mauvais quart d'heure. Par contre, si jamais la dessiccation de la tige colza ou maïs est lente, bah c'est des larves foreuses, hein. Elles descendent vite, hein. Et après, une fois qu'elles sont dans le sol, on ne sait plus. Tu parlais de suivre cette intervention, mais tu aimais cette intervention, tu n'étais pas du tout compte de la mouvance, de l'activité. Donc, ça veut dire que tu les remets en cause à chaque fois que tu envisages un traitement, en fait. Mais je ne le traite pas, hein. Mais Je quand ne fais pas d'insecticide. Ouais. Là, je me mets dans la peau de l'agriculteur qui n'a pas suffisamment d'auxiliaires. Donc, à savoir que si à un moment, et il arrive à un seuil de traitement pour les pucerons, pour moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, prends une gamelle, puis tu verras bien. Donc, je vais lui dire, là, tu es au seuil, on va surveiller. Et si, en fait, le problème ne se résout pas avec les auxiliaires, traite. Parce qu'après, derrière, il ne faut pas aussi se faire des ennemis chez les agriculteurs parce qu'on a donné un conseil qui est pénalisé. Après, il faut grandir ensemble, hein. C'est que la connaissance, moi, tous les ans, j'apprends des choses. La semaine dernière, j'ai encore appris des choses. Donc, par contre, il faut y passer du temps. Et les OAD aident à la décision. Ça va être chercher des ratios ravageurs auxiliaires. Bah, le filet fauchoir, c'est déjà un très bon outil, hein. Oui. Ah, autour de vous, voisins font la même chose que vous.
Ça se fait différemment. Bon, ils sont pas vindicatifs, hein. Au début, quand j'ai fait ça, il y en a qui m'ont dit tu vas mettre des insectes chez nous. Après, ça va être les limaces. Bon, ça a été très vite. Ils ont vu qu'ils avaient plutôt plus de limaces que moi. Après, ouais, le problème, c'est beaucoup le colza, les mélégètes quand même, parce que quand même, on n'est jamais sûr des solutions avec ces bestioles-là. Mais après, ils demandent. Il demande, tiens, viens voir dans mon champ si ça vaut le coup d'être traité, tout ça. Et là, en céréales, nous, dans le nord de la France, il y a une très grande majorité des blés qui sont plus traités aux insecticides. Il faut savoir qu'avant, une pirette, ça coûtait 7 euros. On en mettait à chaque fois dans le tonneau, hein. Sauf que ça a créé des résistances. Et on a quand même, les moins résistants, ça reste les micro-guêpes. À partir du moment où on a cassé ces automatismes, en fait, là, on a donné une chance à la biodiversité de résoudre les problèmes, quoi. Après, bah, ils me le disent, hein, souvent, ils disent, oh, bah, les blés, j'ai pas traité, colza, il y en a qui traitent ce qui fait peur, c'est quand même les altises, surtout quand les colza, ils ont un peu de mal à pousser dans des terres un peu faibles. Ça, c'est le problème, ça, les altises. Mais après, non, ils sont pas, même en fongicide, hein, de toute façon, ils voient bien les champs, hein. De toute façon, ils sont pas plus mal que les leurs, hein. Puis là, aujourd'hui, c'est tellement compliqué de traiter de nuit, tout ça. À chaque fois qu'on pourra se passer d'un traitement, ils le feront aussi, hein. Ouais, Bien. Donc, on peut remercier nos deux intervenants. En tout cas, je vous remercie pour cette intervention qui me semble très riche.